Boker Tov, Rudy. Alors près de 60 personnes ont été blessées dans le nord d'Israël, après donc une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran. Oui, des frappes qui ont touché le village de Zarzir, à une dizaine de kilomètres de Nazareth. Selon le Magen David Adom, 58 personnes ont été prises en charge, un blessé dans un état jugé modéré et 57 autres ont été légèrement touchés. La plupart des victimes ont été blessées par des éclats ou par des débris de verre provoqués par les explosions. D'autres personnes ont été prises en charge pour des crises d'angoisse après les explosions. Et des tirs en provenance du Liban, eux, continuent. Oui, les habitants du nord d'Israël ont malheureusement encore passé une grande partie de la nuit dans les abris suite à des tirs et de roquettes et de drones en provenance du Liban. Mais il n'y a eu ni victimes ni dégâts. Le Tsahal a mené cette nuit plusieurs vagues de frappes contre des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud Liban. Oui, selon le porte-parole de l'armée israélienne, plusieurs postes de commandement de l'organisation étaient visés. Ces centres auraient été utilisés par les terroristes du Hezbollah pour préparer des attaques contre Israël. Et ces civils, Tsahal affirme avoir pris des mesures pour limiter les risques pour les populations, notamment en envoyant des avertissements préalables et en utilisant des munitions de précision. L'armée israélienne affirme qu'elle continuera d'agir avec force contre le Hezbollah après l'entrée de l'organisation dans la guerre aux côtés de l'Iran. Et pour la première fois depuis le début de l'opération Rugissement du Lion, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a tenu hier soir une conférence de presse. Oui, ça s'est passé hier soir à la télévision, sur toutes les télévisions israéliennes. D'ailleurs, il a affirmé que les objectifs de la guerre sont clairs. Frapper le programme nucléaire iranien et les capacités de missiles balistiques du régime. Netanyahou estime aussi que les frappes israéliennes créent aussi les conditions pour que le peuple iranien puisse se libérer du régime, même si la chute du pouvoir à Téhéran n'est pas encore garantie. Le Premier ministre a également insisté sur la coopération étroite avec les États-Unis et sa relation directe avec le président Trump, avec qui il affirme parler presque chaque jour. Selon lui, cette coordination israélo-américaine est l'une des clés du succès de l'opération en cours. Il a également laissé entendre que d'autres surprises pourraient intervenir dans la suite de la guerre. Il a aussi été question du Hezbollah et du Front Nord. Et sur ce sujet, Benyamin Netanyahou a déclaré que le Hezbollah paiera un prix lourd pour ses attaques contre Israël. Il a aussi salué la résilience des habitants du Nord et la discipline de la population israélienne face aux consignes de sécurité. Enfin, il a été interrogé aussi sur la demande de grâce présidentielle liée à son procès. Il a affirmé ne pas être à l'origine des pressions attribuées au président Trump sur le président Yitzhak Herzog. Également dans l'actualité israélienne, cette attaque au couteau hier à Ramat Gan dans la région de Tel Aviv. Oui, un homme d'une cinquantaine d'années qui a été grièvement blessé lors d'une attaque à l'arme blanche dans la rue Bialik. C'était donc à Ramat Gan. Son état est grave mais stable. Le suspect, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été arrêté par la police après une course-poursuite. Selon les témoins, l'agresseur aurait crié « Allah Akbar ». Pendant l'attaque, la police examine toutes les pistes, y compris celle d'un attentat. Au chapitre judiciaire, un renversement de situation dans cette affaire qui avait fait beaucoup de bruit en Israël. Oui, en effet, l'armée israélienne a décidé d'abandonner les poursuites contre 5 soldats impliqués dans l'affaire de la base Sde Teman. On en avait beaucoup parlé. Ces réservistes étaient soupçonnés de violences graves contre un détenu palestinien après les attaques du 7 octobre. Selon le procureur militaire, donc, cette décision a été prise en raison d'un manque de preuves et d'irrégularité dans la conduite de l'enquête. Le chef de l'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a apporté son soutien à cette décision et a demandé que les leçons de cette affaire soient tirées afin d'éviter de nouveaux dysfonctionnements à l'avenir. Les réservistes impliqués, eux, ont déposé une plainte en justice contre un certain nombre d'acteurs liés à cette affaire en réclamant 5 millions de shekels de dommages et intérêts.
Et puis pour terminer, Olivier, une campagne d'affichage qui attire l'attention en Israël. Oui, avec des panneaux qui portent le message suivant: merci Dieu, merci Donald Trump, qui ont été installés dans plusieurs villes du pays, notamment à Jérusalem et à Tel Aviv. L'initiative est menée par l'organisation Free on Zion, proche des milieux évangéliques américains. Selon ces organisateurs, il s'agit d'exprimer la gratitude d'une partie de la société israélienne envers le président américain pour son soutien à Israël dans la guerre contre l'Iran. Allez, 8h05 sur Radio Kalita, la météo de ce vendredi 13 mars 2026, après plusieurs jours de temps relativement agréable en Israël. La météo va changer ce week-end avec une arrivée de dépression chaude venue du désert qui devrait provoquer des vents qui pourront atteindre jusqu'à 90 km/h. Et quelques pluies légères sont possibles aujourd'hui, mais dès demain, une hausse des températures devrait se faire sentir. Les températures prévues donc pour ce vendredi en Israël, il fera jusqu'à 19 degrés à Haïfa, 20 degrés à Tel Aviv, 18 à Jérusalem, 22 à Beersheva et 27 degrés à Eilat. Et on va parler à présent des touristes, nombreux touristes français et autres qui sont bloqués ici en Israël depuis le début de la guerre. Et avec nous, ce matin, nous sommes très heureux d'avoir Mélanie Amar. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va dire que vous êtes une influenceuse, plus d'1,2 million de personnes qui vous suivent sur Instagram, je crois presque 900 000 sur TikTok. Donc vous êtes très connue sur les réseaux. Et le 28 février, vous étiez ici en Israël pour le début de la guerre. Alors d'abord, ma première question, lorsque vous avez entendu les premières sirènes à 8h du matin, le 28 février, comment avez-vous réagi ? La vérité, j'ai cru que c'était une blague. Je n'ai pas réalisé que vraiment la guerre allait commencer le lendemain de mon arrivée, alors que je suis arrivée pour rencontrer un rabbin pour me marier. Ah. Nerveusement, j'ai cru que c'était une blague, et au final, pas du tout. Aéroport fermé, école fermée, restaurant fermé, magasin fermé. Tout a été fermé et nous obligés de rester coincés chez nous, dans les appartements, dans les miklates, en attendant pour nous sauver, quoi. Ouais, mais quand même, le fait d'entendre comme ça les sirènes, vous êtes dans un pays, bon, vous connaissez, je suppose, Israël, c'est pas la première fois que vous venez, mais je suppose que c'est la première fois que vous veniez en période de guerre. Le fait comme ça d'entendre les sirènes, de rentrer dans un mamad, dans une chambre forte ou dans un miklate, ça fait peur quand même ? Mais bien sûr que ça fait peur. Je pense qu'on a tous peur. Mais au départ, on ne s'attendait pas à voir ça. On ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça, à ce que les Israéliens et la population ont l'habitude d'aller dans des miklates dès que ça sonne. Moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je vis une guerre en direct, coincée dans un pays où le monde s'arrête à la sonnerie. Les gens partent se protéger dans un miklate et tout de suite après reprennent le cours de leur vie. Ouais. C'est tristement choquant. Ouais. C'est étonnant aussi, quelque part, non ? Ce mode de vie. Mais personne ne devrait vivre comme ça. Alors, vous êtes ici en Israël donc depuis le 28. Vous êtes bloqué en fait. Alors, est-ce que vous avez, à partir, je suppose très rapidement, vous avez voulu essayer de repartir vers la France ? Est-ce que vous avez essayé de prendre un billet, de vérifier qu'est-ce qui se passait avec l'aéroport ? Comment ça s'est passé ? Alors de base, je devais partir quelques jours. Au final, la première fois, j'ai eu un mail de la part de Air France me disant que le vol était annulé au bout de la première semaine de guerre. Donc j'ai essayé de me replacer sur un vol. Hier, j'ai reçu un nouveau message de Air France pour me dire que mon vol était annulé.
et que la meilleure des solutions était de racheter un billet sur une autre compagnie. Le seul problème, c'est que actuellement, toutes les compagnies sont full. Nous ne sommes pas prioritaires. Et qu'il va être très compliqué de rentrer chez nous, quoi. Ouais. Il y a eu des solutions qui ont été proposées en particulier par le consulat de passer par l'Égypte ou par la Jordanie. C'est quelque chose que vous avez pris en compte? On y pense, mais après, je sais pas quoi dire. C'est pas une solution. Pardon? C'est pas une solution qui est plaisante. C'est pas une solution qui est plaisante parce que c'est passé par des pays qui sont peut-être pas vraiment agréables à passer pour le moment. Donc c'est quelque chose que vous prenez pas en compte pour le moment en tout cas. En dernier recours. En dernier recours, oui, mais je ne connais pas l'itinéraire, je ne sais pas comment on fait pour aller là-bas. Et aller vers l'inconnu en espérant un billet avec tout ce qu'on entend actuellement, les vols, les escroqueries, les ceci, les cela, excusez-moi, mais moi j'ai peur. Ouais. On peut comprendre que vous avez peur. Alors, pour le moment, vous êtes à Tel Aviv. Je crois que vous avez aussi sur votre compte fait part justement de cette période et vous avez partagé avec ceux qui vous suivent donc cette mésaventure. Quelle a été la réaction des personnes qui vous suivent? Alors, je ne m'y attendais pas, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont désabonnées parce que j'ai filmé mon quotidien dans le Miklat. Je voulais montrer ce que je vivais actuellement, qui est une situation, on va dire, particulière. Et elle n'a pas été aussi bien reçue que je le pensais. Il y a eu beaucoup de messages de haine. J'ai reçu beaucoup d'harcèlement vis-à-vis de cette vidéo, alors que moi, mon but de base, c'était d'informer sur ce que je vivais actuellement. Comme les gens ont l'habitude de me voir dans ma vie personnelle, dans mon monde au travail, dans mes histoires familiales. Je voulais montrer ce qui se passait du côté... de mon côté à moi. Et malheureusement, ça n'a pas plu à certaines personnes vis-à-vis de la conjoncture actuelle. Sans prendre position, je suppose, c'était simplement de dire voilà... Je ne prendrai jamais position parce que déjà, ce n'est pas mon... J'ai toujours été neutre. C'est pas votre... J'ai toujours été neutre. Je me suis toujours mis du côté des civils, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je ne fais pas de politique, je n'ai pas d'études en géopolitique, je ne suis nulle, je ne comprends rien. Et c'est pour cela que je préfère rester à ma place et loin de tout ça. Le fait comme ça d'avoir été plongé dans la réalité israélienne malgré vous, ça vous a fait quelque chose? Ça fait de la peine. Franchement, j'ai beaucoup d'empathie pour tout le monde. Mais là, franchement, je suis quand même un peu choquée. C'est pour ça que je perds mes mots. Parce que je rencontre énormément de personnes qui sont obligées de quitter leurs femmes, leurs enfants, même en bas âge, pour aller rejoindre l'armée dans un conflit qu'eux-mêmes n'ont pas voulu. Je vois des enfants pleurer parce que ils ont peur des sonneries, des Miklats, les magasins qui ferment vite et précipitamment et qui se mettent dans des sous-sols pour éviter qu'un missile leur tombe sur la tête. J'ai l'impression que je suis dans un film. C'est compliqué. C'est horrible à voir, à entendre et à vivre. Et aucun humain ne devrait vivre de telle manière et être habitué à vivre de telle manière. En tout cas, vous essayez encore d'avoir un vol pour Paris le plus rapidement possible. Comme vous me l'avez dit avant de commencer cette émission, qu'en plus de ça, vous n'avez pas le droit de prendre de bagages. C'est ce qu'on vous a en tout cas... Oui, alors hier, en recevant le mail de Air France concernant notre annulation de vol, on a eu l'idée de trouver un vol Tel Aviv avec une autre ville d'Europe.
Le problème, c'est que la plupart sont full et complets. Et la petite surprise, pour faire un peu d'humour à cette situation critique, c'est que nous n'avons pas le droit de prendre de valise. Oui, ce qui est compliqué aussi. Donc, on rentre sans rien, si on veut rentrer. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé une solution très rapidement, Mélanie. Dernière question quand même. Vous nous avez dit que vous êtes venu pour voir un rabbin, pour vous marier. Vous avez réussi à le voir quand même? Vous l'annoncerez sur les réseaux sociaux. Bon, alors, très bientôt des bonnes nouvelles? Oui, amen. Bon, très très bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Mélanie. Et à très Merci bientôt. à vous. À très Merci bientôt. de votre accueil. Bye bye. Les États-Unis et Israël ont agi en dehors du droit international. C'est ce qu'a déclaré il y a une semaine le président Emmanuel Macron en parlant du conflit contre l'Iran, le conflit d'Israël, des États-Unis contre l'Iran, et a posé la question juridique, on va dire, de cette guerre. Et nous sommes ce matin avec Maître Déborah Abitbol pour parler justement de cet aspect. Maître Abitbol, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes spécialiste du droit international et on va donc essayer de voir si justement ces propos qui ont été dits de Emmanuel Macron, de quelle manière on peut les interpréter. D'abord, concernant justement cette déclaration, il a utilisé une formule. Israël et les États-Unis ont agi en dehors du droit international. Alors oui, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Quelle est la signification? Tout à fait. Alors c'est une déclaration qui n'est pas anodine, hein. Il faut quand même replacer le contexte. Il faut savoir que la France veut toujours, entre guillemets, se positionner en tant que médiateur, reprendre la table des négociations, redonner en fait à ce conflit un caractère diplomatique. Donc il se positionne et il est allé directement analyser le droit international. Que nous dit le droit international par rapport à ce conflit? Il faut d'abord savoir qu'ici on est dans le cadre d'un conflit armé entre États. Donc c'est un conflit étatique. Et il y a une charte, bien évidemment, qui gère les relations entre États, qui est la Charte des Nations Unies, qui a été signée le 26 juin 1945. Il faut savoir, Olivier, que après la guerre. Exactement. Et il faut savoir également que cette charte avait pour but de promouvoir la paix, une paix durable après les 2 guerres que l'Europe a passées. Et c'était un fer de lance, si je puis dire, des Nations Unies, de pouvoir, dans le cadre de cette charte, préserver la sécurité entre les pays. Donc ça, c'est la base juridique qu'utilise Macron. Ouais. Alors, qu'est-ce que dit justement cette charte des États-Unis, des Nations Unies, et qui en fait réfère au droit international? Alors, elle est très simple puisqu'elle se base sur le principe clair de non-prolifération de conflits armés. Donc ça, c'est effectivement ce pourquoi, normalement, les États membres ont signé. Et il y a une exception à l'article 51, je crois, qui nous dit qu'il peut y avoir interférence, il peut y avoir un État qui agresse, enfin pas agressé, mais qui rentre en conflit armé avec un autre État à 2 conditions. À savoir qu'il y ait une imminence d'une attaque, d'accord, de la part, par exemple, de l'Iran, il aurait fallu prouver, et également une proportionnalité au niveau de l'attaque qui va être lancée contre ce pays. Ces 2 éléments, bien évidemment, ont fait l'objet d'une étude particulière, puisque Israël est dans le viseur, et on nous a parlé de savoir s'il y avait vraiment une imminence du conflit, à savoir est-ce que l'Iran était on va dire peut-être dans la semaine, prêt à lancer une attaque armée, même contre les États-Unis. Et tout le débat a été de savoir si on a eu déjà une frappe préventive en juin 2025, effectivement, c'était l'opération Am Kelavi, et donc on peut douter effectivement d'une imminence, puisque même s'il y a eu une réhabilitation des infrastructures militaires et nucléaires, des sites nucléaires, on ne peut pas parler d'une imminence. Même si les services de renseignement, particulièrement les services de renseignement israéliens comme le Mossad, ont prévenu justement que l'Iran était en train de se réarmer, reconstituer son arsenal et continuer à fabriquer de l'uranium. Alors, la difficulté est de savoir quelle est la force probante des éléments qui sont communiqués par le Mossad, et
pas auprès des Nations Unies, puisqu'on sait qu'il y a eu Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, a condamné ces frappes. Donc il y a une violation, selon lui, du droit international. Il aurait fallu, éventuellement, qu'Israël présente à l'ONU ses preuves et qu'il y ait une décision du Conseil de sécurité, avec évidemment comme membres la Chine et la Russie, pour décider de savoir si cette frappe était justifiée par rapport à cette réserve de l'achat. Ce qui n'a pas été le cas. Donc là aussi, les forces le fait que le Mossad se positionne en tant que Sanégor, c'est-à-dire en tant que procureur, en disant « Écoutez, nous avons les preuves d'une imminence », ce n'est pas suffisant selon le droit international. Alors, c'est pas suffisant pour le droit international. En tout cas, pour Israël, c'est pas suffisant. On peut se poser aussi la question par rapport aux États-Unis qui ont participé et qui participent encore à ces frappes. Là, c'est difficile de voir aussi une imminence et de voir une menace contre ce pays. Tout à fait, Olivier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des discours de Trump qui rétropédalent clairement en disant, mais écoutez, il est obligé de toute façon d'avoir l'aval, en tout cas d'essayer de convaincre les Américains sur le fait qu'il y avait une imminence par rapport aux États-Unis. Aucune preuve, bien évidemment. Je ne pense pas, même si je ne suis pas experte militaire, que les frappes iraniennes puissent toucher le continent américain, mais il parle du fait qu'il y avait en tout cas un risque pour le territoire américain qui est des frappes. Il est obligé de tenir ce genre de discours pour justifier effectivement le fait qu'il y avait un risque. Mais ces deux chefs d'État, entre Benjamin Netanyahou et Trump, qui ont décidé effectivement de lancer ces frappes offensives, et aujourd'hui, clairement, l'Iran se sent attaqué, justifie donc, en fait... a le droit, entre guillemets, de riposter ? A le droit de riposter, mais la proportionnalité, effectivement, ici, manque également. C'est-à-dire qu'il peut riposter sur des sites militaires, mais pas sur des sites, et pas en tout cas sur des habitations comme il le fait en Israël. Et les bombardements qu'on a vus dans le Golfe Persique, c'est aussi, c'est pas du tout en droit international, ça peut être condamné aussi, puisqu'il n'y a aucune menace de ces pays envers l'Iran. Exactement. Mais encore une fois, qui a été le premier agresseur ? C'est-à-dire que l'Iran va justifier qu'on est venu l'attaquer. D'accord. Il faut également savoir, Olivier, que le fait, alors ça a été le fer de lance au début, puis aujourd'hui on en parle beaucoup moins, qu'il y a eu un massacre de la population suite aux contestations. Les 30 000 personnes, et peut-être même plus, d'Iraniens qui ont été assassinés sauvagement par les gardiens de la Révolution, n'entrent pas dans la possibilité d'un pays tiers d'entrer en conflit parce qu'il y a un problème de souveraineté également là-dessus. Alors, ça pose quand même, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de droit international, de termes juridiques, etc., mais il y a quand même une question qu'on peut se poser, et peut-être qu'à ce niveau, le droit international et le droit tout court n'a pas pensé à cette question. C'est une question morale. Cette question de morale, c'est de savoir que depuis 47 ans, le régime islamique iranien menace Israël, déclare sur tous les fronts et sur tous les médias que son but, c'est d'éradiquer l'État d'Israël. Est-ce que ça, au niveau juridique, en fait, est-ce que ça a une valeur, en fait ? On a l'impression que non. Exactement. On a l'impression que non. Et je pense que, en tout cas, les Nations Unies et l'Europe ont fermé les yeux. Aujourd'hui, on est obligé de faire le travail. On a, heureusement, les États-Unis avec nous, mais pour combien de temps ? On ne le sait pas, puisque justement, il y a cette difficulté de prouver l'imminence et la proportionnalité. Mais pendant 47 ans, il n'y a pas eu, si vous voulez, la notion de morale. Et aujourd'hui, un éminent juriste israélien, qui est Yuval Shani, a évoqué cette problématique. C'est-à-dire qu'en fait, les Nations Unies n'ont pas réussi à enrayer le risque de prolifération d'armes, et avec l'Agence internationale pour le nucléaire, pour l'énergie atomique, etc. Donc on a vu qu'il y a eu des tentatives de pouvoir faire une supervision, on va dire, du régime iranien, qui a de manière claire affiché la volonté de détruire. Pas plus tard qu'hier, un des conseillers de Khomeini a affiché et a dit que le but était la destruction d'Israël. Donc il y a
eu un manque de morale. Et aujourd'hui, on a cet effet boomerang. C'est-à-dire qu'on avait un système juridique qui était incapable d'enrayer cette menace iranienne et la morale n'a pas été prise en considération. Et aujourd'hui, on est obligé de dire que ces frappes répondent à une certaine morale parce qu'on ne peut pas permettre à un État de crier haut et fort la volonté de détruire un État tiers. En fait, cette situation nous montre un peu les limites, même si on n'avait pas vraiment besoin, mais nous montre encore une fois les limites justement de cette institution internationale des Nations Unies. Tout à fait, exactement. Au niveau international et au niveau du point de vue juridique. Exactement, on l'a vu effectivement pour les condamnations tout azimut contre Israël sur les risques de génocide, puisqu'il faut savoir que cette charte des Nations Unies a créé également tout l'ensemble des cours internationales pénales, et il faut comprendre qu'aujourd'hui, finalement, même si les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité, ils vont à l'encontre des principes de cette charte qui, aujourd'hui, montre ses limites, puisqu'elle n'a pas réussi à enrayer cette menace, et d'où, effectivement, pour terminer... c'est une question qui n'a pas de rapport avec le point de vue juridique, plus géopolitique ou politique. Est-ce qu'il y a une chance que les choses changent au sein des Nations Unies ou c'est impensable que les choses changent justement dans le sens justement dont on vient de parler? Alors il faut comprendre aujourd'hui que je pense que les principes même qui régissent les Nations Unies ne reflètent plus en tout cas les représentants par les pays. On a quand même énormément de pays musulmans qui ne comprennent pas en fait les principes de la démocratie, comprennent les principes de la monarchie, comprennent les principes de la dictature, mais ils ne comprennent pas les principes de la démocratie. Donc il y a aujourd'hui effectivement un système qui est complètement obsolète. Antonio Guterres essaye tant bien que mal de modérer et de toujours aller vers les pays arabes musulmans puisqu'il y a des intérêts économiques et on le voit bien aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, la problématique va enflammer le monde puisque tout est tourné également aussi sur des aspects politiques et économiques qui font que les pays musulmans influencent aujourd'hui la morale et en tout cas limitent les capacités d'action des Nations Unies. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Maître Déborah Abitbol, pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Qualita. Et nous commençons cette revue de la presse avec un reportage intéressant qui paraît ce matin dans le Yediot Ahronot sur des Israéliens qui ont choisi de vivre au plus près de la frontière nord. Le journal raconte l'histoire de plusieurs familles qui ont décidé de s'installer ces derniers mois à Kiryat Shmona malgré la guerre et les tirs du Hezbollah. Certaines viennent de Tel Aviv, d'autres de Jérusalem et du sud du pays. Tous savaient en arrivant que la situation sécuritaire restait très fragile. L'une de ces familles explique qu'elle avait parfaitement conscience qu'une nouvelle confrontation avec le Hezbollah pouvait éclater. Mais malgré les sirènes et les tirs de roquettes, elles ne regrettent pas leur choix. Au contraire, disent-elles, c'est justement dans ces moments que le pays a besoin de solidarité et de présence sur le terrain. Et pour le commentateur militaire du Yediot, la guerre contre l'Iran est entrée dans une nouvelle phase. En effet, c'est Yossi Yoshua du Yediot Ahronot qui explique qu'après les premières frappes spectaculaires et l'obtention d'une large supériorité aérienne, l'objectif est désormais de démanteler progressivement les capacités militaires du régime iranien. L'armée israélienne vise notamment les infrastructures liées aux missiles balistiques et les centres de commandement ainsi que l'industrie militaire. D'après des responsables de la défense, cités par le journal, une grande partie des lanceurs de missiles iraniens auraient déjà été détruites, mais la campagne pourrait encore durer plusieurs semaines. L'idée est claire, ne pas relâcher la pression et continuer à frapper les capacités stratégiques du régime, car pour Israël, explique Yossi Yoshua, l'enjeu dépasse la bataille actuelle. Il s'agit d'empêcher l'Iran de reconstruire rapidement son arsenal et de restaurer la capacité de dissuasion israélienne dans toute la région.
Et toujours dans le Yediot Ahronot ce matin avec Amichai Attali qui estime que la guerre a profondément modifié l'équilibre stratégique face au Hezbollah. Avant la guerre, explique Attali, l'organisation disposait d'une puissance de feu considérable et certains scénarios évoquaient des attaques massives contre les villes israéliennes. Mais selon lui, les opérations israéliennes ont fortement affaibli le Hezbollah. L'organisation qui ressemblait presque à une armée est aujourd'hui revenue au niveau d'une organisation de guérilla, même si la menace reste bien sûr présente sur le front nord. Et puis Amar Lachmanovitch du Israël Hayom explique que la guerre ne se joue pas seulement sur le champ militaire, elle se joue aussi sur le terrain de l'information. En effet, dans certaines rédactions, des journalistes passent désormais une grande partie de leur temps à vérifier les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des images spectaculaires apparaissent chaque jour, une prétendue cérémonie autour du fils de Ayatollah Khamenei ou encore la chute supposée d'un avion. Le problème, explique le rédacteur en chef du Israël Hayom, c'est que les outils d'intelligence artificielle sont devenus tellement performants qu'il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Et cet enjeu concerne aussi les dirigeants. Pour Benjamin Netanyahu et le président Donald Trump, il ne suffit pas de gagner la bataille militaire, il faut aussi gagner la bataille de l'opinion en Israël, aux États-Unis, mais aussi en Iran. Puis autre sujet qui retient l'attention ce matin dans le Israël Hayom, le journal publie une interview rare d'un ancien haut responsable du Mossad. Et sous un nom d'emprunt, ce haut responsable revient sur l'une des opérations les plus spectaculaires attribuées à Israël ces dernières années, l'explosion de milliers de beepers utilisés par les membres du Hezbollah au Liban. Selon lui, cette opération a été préparée pendant des années. Le Mossad aurait réussi à infiltrer la chaîne d'approvisionnement du Hezbollah et à introduire des milliers d'appareils piégés dans l'organisation. Lorsque les appareils ont explosé, environ 1500 combattants du Hezbollah ont été neutralisés. Pour lui, cette opération a profondément bonifié l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Elle aurait contribué aussi à affaiblir le Hezbollah et à rétablir l'image d'un Israël capable de surprendre ses ennemis. Et il glisse un message qui n'est pas passé inaperçu dans le Israël Hayom de ce matin. Selon lui, ce type d'opération pourrait encore se reproduire à l'avenir. Et puis sur le plan diplomatique, un appel international attire l'attention ce matin. Selon une information publiée par l'Institut JNS et reprise par le journal Mekor Rishon, plusieurs dizaines de parlementaires à travers le monde appellent ouvertement à la chute du régime iranien. Plus de 50 élus venus d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique ont signé une lettre intitulée « Appel international pour un Iran libre ». Dans ce texte, ils estiment que toute négociation avec le régime iranien risquerait simplement de lui permettre de survivre politiquement. Selon eux, les démocraties doivent au contraire maintenir la pression, que ce soit par des moyens diplomatiques, économiques ou militaires. Pour ces responsables politiques, en tout cas, la guerre actuelle ne doit pas seulement affaiblir l'Iran, elle devrait aussi, selon eux, ouvrir la voie à un changement de régime à Téhéran. Et puis un mot de politique intérieure ce matin avec le sondage hebdomadaire de la chaîne israélienne N12. Selon cette enquête, la guerre n'a pour l'instant pas profondément modifier l'équilibre politique en Israël. Le Likoud de Benjamin Netanyahu resterait la première force politique avec 26 sièges à la Knesset si les élections avaient lieu aujourd'hui. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett arriverait en deuxième position avec 21 sièges. Derrière lui, le Parti démocrate de Yair Golan qui progresse légèrement avec 12 mandats tandis que plusieurs partis s'affaiblissent. Concernant la question du leadership, Benjamin Netanyahu continue de dévancer largement Yair Lapid dans sa course au poste de Premier ministre. Mais un autre enseignement intéressant de ce sondage concerne la gestion de la guerre. La personnalité qui obtient la meilleure évaluation du public, c'est le chef de l'état-major Eyal Zamir, avec une note moyenne de 7,4 sur 10. On termine cette revue de la presse avec une représentante d'Israël à l'Eurovision qui figure désormais parmi les personnalités les plus influentes du monde juif. Et il s'agit de la chanteuse israélienne Yuval Raphael
qui a fait son entrée dans la liste donc, des 100 personnalités les plus influentes du monde juif, qui est une liste qui est publiée par un magazine américain. Escapée de l'attaque du festival Nova du 7 octobre et représentante d'Israël à l'Eurovision en 2025, elle apparaît aux côtés des figures politiques et culturelles majeures comme le président Donald Trump, le premier ministre Benjamin Netanyahu ou encore le chef de l'état-major Eyal Zamir. Yuval Raphaël s'était classé, je vous rappelle, deuxième du concours Eurovision, avait remporté le vote du public européen. Pour le magazine, cette reconnaissance symbolise la résilience de la société israélienne et la capacité de la culture à porter un message après les événements du 7 octobre. Imaginons un seul instant que la balle qui a frôlé le 13 juillet 2024 Donald Trump en Pennsylvanie est légèrement déviée pour frapper le candidat républicain en pleine tête. Imaginons que Kamala Harris soit depuis le 20 janvier 2025 présidente des États-Unis. Le cours de l'histoire tel que nous le vivons actuellement aurait été dramatiquement bouleversé, car jamais Israël et les États-Unis n'auraient alors pu forger l'alliance historique qui se concrétise sous nos yeux, en particulier au travers de la symbiose presque naturelle entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Après le retour de Trump à la Maison-Blanche, les commentateurs israéliens aimaient plaisanter sur la nature de la relation entre les deux leaders. Trump ne calcule pas Netanyahou, il le met devant le fait accompli, disait-il, reprochant au Premier ministre israélien d'avoir fait de l'État d'Israël un État vassal des États-Unis. Or, il suffisait d'écouter, sans préjuger, le président américain pour comprendre la véritable communion de destin qui le lie au Premier ministre israélien. Plus d'une fois, Donald Trump a vanté les mérites de Benjamin Netanyahou, le qualifiant de grand leader. Plus d'une fois, le président américain a salué son courage pour avoir su relever son pays après le 7 octobre. Plus d'une fois encore, Donald Trump s'est identifié aux déboires judiciaires de Benjamin Netanyahou au point d'insister pour obtenir du président Herzog une amnistie pour son ami Bibi. Le discours de Donald Trump devant la Knesset le 30 septembre 2025, après la libération des otages vivants, résume parfaitement la profondeur du lien qui rapproche les deux hommes et unit l'Amérique et Israël. Pour Donald Trump, non seulement Benjamin Netanyahou a l'étoffe des héros, mais Israël est sans doute l'allié le plus fiable et le plus loyal des États-Unis. Désormais, on comprend mieux pourquoi les deux pays se sont engagés côte à côte dans le projet d'éradication du régime iranien. D'emblée, la coopération a été totale et parfaite entre les deux pays. Les dernières rencontres entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont été consacrées à la préparation de l'opération et même si parfois le président américain a donné le sentiment de se laisser séduire par la négociation avec les Iraniens, eh bien c'était pour mieux les duper. Car Netanyahou a su parler à Trump et s'est montré suffisamment persuasif pour l'engager sur la voie de la confrontation. Au cours des dernières semaines, les armées américaines et israéliennes se sont imbriquées l'une dans l'autre au point de ne plus former qu'une seule et même force. Ainsi, lorsqu'un avion de chasse israélien s'est retrouvé dans le ciel de Téhéran à court de carburant, un avion de ravitaillement américain est très vite venu lui prêter main forte. N'ayons pas peur des mots, cette coopération est l'expression d'un pacte historique comme il n'y en a pas eu entre les États-Unis et une autre nation depuis le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944. Et cette fois, ce sont les Israéliens qui ont pris la place des Britanniques et des Canadiens. Israël, petit pays de 10 millions d'habitants, aux côtés de la superpuissance américaine. La fronde de David, aux côtés du B-52 de l'oncle Sam. Que de chemin parcouru depuis la guerre du Golfe en 1991. À l'époque, le président George Bush père avait garanti la sécurité d'Israël en déployant les fameux missiles Patriot américains. Mais il avait interdit au Premier ministre Yitzhak Shamir de riposter au tir de 39 missiles Scud irakiens afin de ne pas fragiliser une coalition internationale dans laquelle la Syrie figurait, mais pas Israël. 35 ans plus tard, Israël est non seulement présent, mais c'est même lui qui mène la danse avec, à ses côtés, l'armada américaine. Ce qui a changé depuis, essentiellement le 7 octobre. Trump, c'est bien connu, n'aime pas les losers. Lorsqu'il est revenu au pouvoir, Israël pansait ses plaies et restaurait sa force de dissuasion après les massacres de cette terrible journée. Mais surtout, Benjamin Netanyahou avait balayé la tragique stratégie de retenue pour lui préférer non seulement l'offensive, mais aussi la ruse.
C'est vrai, Trump a été impressionné par l'opération des beepers israéliens, par les éliminations de Sinwar et de Nasrallah et par l'époustouflante prestation des avions de chasse israéliens en Iran en juin dernier. Ces succès l'ont persuadé de changer de stratégie. Lui qui flirtait avec l'isolationnisme a choisi d'apporter son soutien actif à Tsahal. Et c'est aussi pour se placer résolument aux côtés d'Israël et selon lui du bon côté de l'histoire qu'il a accepté de combattre pour réduire à néant le régime des Mollahs. Il est encore trop tôt pour savoir comment la confrontation se terminera. Mais une conclusion s'impose déjà. Cette alliance israélo-américaine est en passe de bouleverser les rapports de force au Moyen-Orient et peut-être même en Occident. Israël s'impose comme la puissance régionale, qu'importe désormais que les Saoudiens rejoignent ou non les accords d'Abraham, la force de dissuasion israélienne décimée le 7 octobre n'a jamais été aussi éclatante. Vladimir Zeev Jabotinsky, le leader sioniste nationaliste, aurait certainement été heureux de découvrir que c'est le fils de son dernier secrétaire, le professeur Benzion Netanyahou, qui a su avec détermination offrir son heure de gloire au fameux mur de fer dont il avait prédit l'impérative nécessité il y a de cela plus d'un siècle. Le procureur général de Tsahal, Itai Ophir, a décidé hier d'annuler l'acte d'accusation visant 5 soldats impliqués dans l'affaire Sde Teyman. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée israélienne, une décision qui intervient à l'issue d'un réexamen complet du dossier et des éléments de preuve. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Maître Nelly Naouri. Nelly, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Vous êtes aussi présidente de l'association Israel Forever. On a parlé, on a suivi ensemble cette affaire Sde Teyman qui a fait beaucoup de bruit en Israël. D'abord, on va faire appel à vos talents de juriste et on va vous demander comment cette décision qui a été prise donc par le procureur général de Tsahal, Itai Ophir, a été prise. Quels sont les arguments qu'il a avancés justement pour annuler cet acte d'accusation ? C'est le développement de l'affaire qui a été pris en compte pour arriver à cette décision. Les difficultés de preuve. Je vous rappelle qu'on avait simplement une caméra de surveillance et on ne voyait rien du tout dans cette vidéo. Le renvoi à Gaza aussi du détenu et donc l'impossibilité de faire un contre-interrogatoire et puis toutes les fuites de ce document classifié, toute l'affaire autour de l'ancienne procureure militaire Tomer Yerushalmi, qui, je vous rappelle, a été renvoyée de son poste suite à son aveu d'avoir divulgué ce document dans les médias israéliens, puis après ça a été divulgué dans tous les médias internationaux avec les conséquences qu'on connaît, 130 millions de vues dans le monde, donc ça n'est pas seulement un scandale au niveau israélien, ça a été un scandale également au niveau international avec une crise, une flambée d'antisémitisme comme jamais, donc vu tous ces éléments, et bien entendu les discussions avec les soldats et toutes les parties prenantes dans cette affaire, le nouveau procureur militaire a décidé d'annuler les actes d'accusation. Alors, est-ce que cette annulation, d'après vous, c'est un peu rendre justice justement à ce forçant, ces soldats qui ont été accusés, il faut le rappeler, des accusations très graves contre ces soldats réservistes? Bien sûr que c'est une justice pour nos soldats. Je vous rappelle que Sde Teyman était un centre de détention où ont été enfermés les Nukhbot, ces Gazaouis terroristes qui ont été impliqués dans le massacre du 7 octobre. Donc la pire des espèces des terroristes qu'on a jamais connue. Et il fallait une force extraordinaire, des nerfs extraordinaires pour tenir ces terroristes et ces soldats de la force 100 ont été extrêmement humiliés
bafoués dans leur honneur, délégitimés, alors qu'ils avaient une responsabilité et une mission qui a été extrêmement difficile à mener. Et donc, effectivement, en plus, injustement, au niveau personnel, ces soldats ont vécu des moments terribles. Je vous rappelle que cette histoire date de juillet 2024, donc ça fait plus d'1 an et demi que ces soldats vivent cette injustice. Donc, bien entendu que c'est une justice pour nos soldats. Plus que ça, c'est également une justice pour l'État d'Israël, parce que, comme je vous l'ai dit, cette affaire a été menée en impliquant une campagne en salissant l'État d'Israël et l'armée de Tsahal, dont on se revendique d'être l'armée la plus morale du monde, et elle l'est. Et donc cette tentative de salir notre armée en pleine guerre après cet horrible 7 octobre a été véritablement un scandale. Si vous vous rappelez, à cette époque, on avait également aux États-Unis, alors que Biden était encore le président, évoqué la fameuse loi Leahy, qui est une loi qui qui interdit plutôt aux États-Unis de porter une assistance militaire à des forces étrangères lorsqu'elles sont accusées de crimes contre l'humanité, comme des viols, des agressions sexuelles, des tortures. Donc véritablement, cela met en cause des éléments au sein de notre propre population qui voulait que apparemment les États-Unis mettent un embargo sur Israël et qu'on arrête cette guerre. Donc véritablement, cela pose des problèmes énormes. Cette ingérence juridique dans le système. Dans notre sécurité, dans l'armée, dans le système de guerre, c'est véritablement un problème qui est extrêmement grave. Le fait que chaque soldat ne puisse pas savoir s'il a le droit de tirer ou pas, s'il n'a pas un avocat à côté de lui qui lui donne le feu vert, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Donc cela pose des questions beaucoup plus importantes que le point spécifique de Théman. Alors justement, autour de ces questions, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est cette affaire et surtout cette décision du procureur général de Tsahal qui visiblement a envie de changer les choses en prenant cette décision? Qu'est-ce que cela veut dire pour la justice israélienne, pour le parquet israélien, pour aussi certains médias israéliens? Oui, effectivement, vous avez raison de parler aussi des médias israéliens, puisque il y a un journaliste qui est aussi mis en cause, et celui qui a diffusé donc ces fausses allégations. Donc c'est également extrêmement grave cette ingérence dans la manière dont nous gérons une guerre. Donc c'est véritablement notre sécurité la plus basique qui est mise en cause. Donc nous sommes habitués au fait que justement le système juridique, depuis maintenant des dizaines d'années, s'ingère dans des conditions de sécurité également, pas seulement, mais en plus dans des questions de sécurité. Je vous rappelle que par exemple notre Cour suprême d'injustice a déjà pris des décisions concernant notre le fait, par exemple, de ne pas détruire des maisons de terroristes, alors que cela fait partie de notre politique de dissuasion. Il y a le fait que les Gazaouis avaient le droit d'arriver jusqu'à la frontière entre Gaza et Israël. C'est une décision du Bagatz. Donc cette Cour suprême a une responsabilité directe dans le 7 octobre. Et le fait que, par exemple, toute la réforme judiciaire que le ministre de la Justice, Yariv Levin, a tenté et tente encore de mettre en place, et toute la révolution qu'il y a autour de cela montre à quel point
pouvoir juridique essaye de garder les rênes du pays dans tous les domaines et met notre sécurité en danger. Je vous signale d'ailleurs que aux États-Unis, ils ont exactement le même problème, peut-être moins qu'en Israël, mais le ministre de la guerre, Pete Hegseth, a fait une déclaration il y a 2-3 jours justement, où il a déclaré qu'il devait faire du ménage dans le système judiciaire pour ne plus que ce dernier puisse s'ingérer dans les questions d'ordre militaire et d'ordre de sécurité. Et nous devons absolument faire la même chose parce qu'il s'agit de tout le peuple finalement qui est en danger et également de tous nos soldats qui est cette armée du peuple. Nelly, pour terminer, on a appris que les réservistes impliqués dans cette affaire réclament 5 millions de shekels de dommages et intérêts. D'après vous, quelle doit être la suite de cette affaire? Non seulement ils doivent recevoir, bien entendu, une compensation financière et un accompagnement psychologique pour tout ce qu'ils ont vécu pendant cette année et demie, mais je pense que la suite de l'affaire doit être également un acte d'accusation en bonne et due forme contre Yifat Tomer Yerushalmi, la procureure militaire en chef qui, elle, a divulgué cette information classifiée, et contre les médias qui ont diffusé également cette fausse information. Tous ceux qui ont été mêlés... On parle de commission d'enquête, on parle aussi éventuellement d'une commission d'enquête. Bien sûr qu'il faut une commission d'enquête qui soit bien entendu neutre. C'est aussi tout le problème de notre pays, parce que le ministre de la Justice, par exemple, Yariv Levin, a déjà donné 2 noms d'anciens juges pour essayer de régulariser cette affaire, et bien entendu la Cour suprême a refusé ces noms. Donc même de nommer quelqu'un qui pourrait régulariser et faire justice, cela pose un problème. Nous sommes dans une situation qui est pratiquement inextricable. Il faut véritablement que le pouvoir, que le gouvernement reprenne les rênes du pays. C'est l'essence même d'une véritable démocratie. Ça n'est pas à des juges qui ne sont pas élus, choisis par le peuple, de décider de l'avenir du pays, et cela dans tous les domaines. Donc le gouvernement doit absolument taper du poing sur la table et faire justice. Très bien, merci beaucoup en tout cas Nelly pour toutes ces explications, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.